Bonjour Christine Rollard, merci d'accorder cette interview, à Cortex. Pour vous présenter brièvement, vous êtes biologiste aranéologue spécialiste des araignées. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la différence entre, une araignée et un insecte? Beaucoup ne font pas la différence. Oui, effectivement, très rapidement, parce que certains les incluent dans toutes les petites bêtes. Pour résumer, les araignées ont un corps en 2 parties et les insectes ont un corps en général en 3 parties, tête, thorax, abdomen. Chez les araignées, la tête et le thorax sont réunis en un céphalothorax. Et puis, les araignées ont 8 pattes pour se déplacer. La majorité des insectes n'en ont que 6. Les insectes ont des antennes, les araignées n'ont pas d'antennes et elles ont à l'avant une petite paire de pattes qu'on appelle des pédipalpes qui vont servir à palper, à tâter et à maintenir les proies devant la bouche et c'est aussi transformé chez les mâles en organe copulateur. Donc voilà les grandes différences et en plus, les araignées ont des yeux simples alors que la plupart des insectes ont des yeux composés, un facettes. Voilà. Les araignées n'ont pas toujours été une évidence pour vous. Est-ce que vous pourriez, nous le décrire et expliquer pourquoi vous avez fait le choix, de vous intéresser de cette façon, plus approfondie à ces petites bêtes? C'est vrai que ce n'était pas un choix depuis toute petite de m'intéresser aux araignées. Je m'intéressais plutôt à tout ce qui était nature et j'allais regarder dans le jardin de mes parents petites bêtes, hein, c'est tout, hein, et puis les plantes. Et dans mon cursus universitaire, me suis orientée plutôt vers la biologie, vers l'écologie et on m'a proposé au cours de mon cursus un sujet sur les insectes qui parasitent ou qui se font prédateurs des araignées. Donc, c'était un sujet sur les interrelations entre insectes et araignées. Et j'ai eu la chance donc, de faire ça à Rennes. Hein, j'avais fait mes études à Nantes et je me suis passionnée en fait pour les araignées à travers ces insectes qui limitent leur population. Et j'avais un des enseignants qui était très passionnant aussi au niveau des araignées. Et voilà, ça a bien fonctionné et j'ai eu la chance de pouvoir continuer et d'avoir un poste en fait au Muséum d'histoire naturelle à Paris depuis 33 ans, uniquement sur les araignées. J'étais obligée d'abandonner mon sujet de thèse, mais ça reste quelque chose qui me passionne hein, depuis quand même assez longtemps, donc j'ai de la chance. Justement, en parlant du muséum, vous êtes en charge de la conservation des araignées au Muséum d'histoire naturelle, à Paris. C'est une des plus importantes au monde. En quoi ça consiste comme travail? Alors oui, effectivement, dans mon travail d'enseignante-chercheuse au muséum, j'ai 5 missions. Donc bien sûr, j'ai l'enseignement et de la recherche, hein. Ensuite, j'ai également de l'expertise en tant que spécialiste des araignées ou spécialiste d'un animal venimeux ou d'un groupe d'arachnides. Et puis, il y a aussi la diffusion des connaissances que je fais quand même beaucoup. Et puis, il y a une gestion des collections, en fait, en tant que chargée de conservation de ces collections. Donc, c'est une des 3 plus grandes collections mondiales au niveau des araignées. Et là, je suis aidée par des techniciennes aussi hein, qui travaillent avec moi pour rendre la collection accessible à des chercheurs, des étudiants qui peuvent venir du monde entier, à envoyer du matériel en prêt, à l'informatiser pour que ça soit encore plus accessible, à la maintenir en bon état. Et voilà, donc ça c'est important et pour toutes les collections du muséum, puisqu'il n'y a pas que des collections d'araignées, évidemment, il y a des collections sur le groupe zoologique, sur la botanique, sur les météorites, sur la paléontologie. Donc, c'est un établissement avec énormément de collections reconnues. Et dans quel cadre on peut vous demander justement d'envoyer, un spécimen dans une autre université ou dans un laboratoire? Alors là, c'est quelque chose qui est très réglementé maintenant. Hein. Donc, il y a une direction des collections au muséum qui recueille les demandes sur un service, en fait, et sur un système informatique qui sont redirigés vers les chargés de conservation.
Donc, n'importe qui ne peut pas demander effectivement comme ça du matériel en prêt, d'autant plus que maintenant, bon, on a du mal à les envoyer aussi par la poste, puisque il y a eu quelques problèmes en fait, il y en a qui ont été perdus. Donc, on demande plutôt à ce que les gens viennent ou donc consulter nos collections directement sur place, ou on fait de plus en plus en fait, de photos des spécimens. Donc, ça, c'est la technicienne qui s'en charge pour pouvoir envoyer en fait aussi cette comparaison de spécimens avec ce qu'on peut trouver des chercheurs ou des étudiants dans leurs études, en particulier en systématique, c'est-à-dire en description, en classification, et ça leur permet de faire des comparaisons avec les spécimens qui existent déjà dans les collections au niveau mondial. D'accord. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur, des araignées ou qui ont des préjugés à leur sujet. Il s'agit, d'une spécialité occidentale, d'après ce que j'ai pu lire, dans vos ouvrages. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi actuellement? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre en fait l'origine de ces peurs, d'autant plus que quand on va dans d'autres pays, l'arachnophobie, pour ceux qui sont vraiment très très marqués, donc avec une angoisse très handicapante dans la vie de tous les jours, n'existe pas dans d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde n'a pas peur dans le monde des araignées, c'est quelque chose d'assez culturel et effectivement assez occidentale, de par des écrits anciens aussi, qui mettaient les araignées dans certains pays plus de façon positive, où elles apportaient en fait dans les contes et les légendes des biens, de la chance, c'est le lien entre les astres et la terre, etc. Alors que nous, dans des écrits religieux ou dans des écrits anciens, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus négatif. Donc, du coup, ça reste un petit peu ancré. Et c'est très entretenu maintenant, en fait, dans beaucoup de médias, dans des films, dans les réseaux, etc., parce qu'il y a une méconnaissance très importante de ce groupe, avec peu de chercheurs qui travaillent dessus. Et donc, du coup, les informations ont encore du mal à passer. Et puis, c'est vraiment les animaux qui sont souvent utilisés dans des films, dans des émissions de télé pour continuer à faire peur. On entretient complètement en fait cette méconnaissance et cette peur dans la tête des gens. Donc, il faut arriver à justement changer un peu son regard. C'est ce que j'essaie de faire depuis quand même pas mal de temps, en recevant de plus en plus des gens qui sont phobiques, d'ailleurs, pour les aider à changer un peu leur regard. Alors moi, en tant que docteur en sciences biologiques, pas docteur en psychologie, je peux être aidée d'ailleurs par les psychologues derrière. Et j'avais fait un bouquin justement avec un psychologue, dont je n'ai plus peur des araignées, pour essayer de faire comprendre en fait ce que c'est et de changer un petit peu cette idée en fait, ce cheminement dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'ils ont fait une association d'idées qui est erronée et il faut que j'arrive à couper les liens, quoi, voilà, entre ça et puis l'araignée. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, pour, justement changer, ces biais qu'ils auraient, sur les araignées? Ça se fait pas en 5 minutes, parce que quand je fais des séances, c'est souvent de 2 heures, 3 heures, 4 heures et je fais jamais de conférence pour enlever la phobie, en général, parce que c'est complètement individuel, et l'approche peut être très, très particulière pour chacun. Dans le jet phobique araignée, il peut y avoir des choses qui vont gêner les personnes, mais qui sont différentes, Ça peut être le danger, ça peut être le déplacement, ça peut être les yeux, ça peut être les pattes, ça peut être l'allure générale. Donc du coup, je leur dis souvent, on va actionner la curiosité, on va rentrer dans le monde des araignées à une autre échelle, pour changer le regard et apprendre à mieux les connaître. Et d'ailleurs aussi savoir comment c'est fait, parce qu'on parlait de la description tout à l'heure. Si je fais dessiner une araignée à ceux que je reçois, souvent, je n'ai pas une araignée sur la feuille. J'ai un animal, mais qui a été mal vu, mal perçu et du coup qui est mal représenté. Donc rien qu'avec ça, en fait, on peut démarrer vers une meilleure connaissance de leur diversité, de leur biologie, de leurs mœurs, etc. Et puis diminuer la dangerosité et puis leur en montrer sous la loupe, leur faire toucher des peaux, des mues, puisque les araignées, ça mue, pour pouvoir sentir la douceur, le côté soyeux des araignées. Donc il y a toute une approche, mais surtout actionner la curiosité et changer d'échelle, changer de regard. Justement, ça fait une très bonne transition car j'avais aussi vu,
dans vos ouvrages que, donc toutes les araignées sont venimeuses, mais ça ne veut pas dire dangereuses. Est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi ça ne veut pas dire dangereuse? C'est un point très important cette affaire-là parce que effectivement, c'est souvent mélangé, hein. Donc du coup, quand quelquefois les gens viennent me voir en me disant: «Bah, est-ce que cette araignée que j'ai trouvée chez moi est venimeuse?» Ma réponse est oui et en général, j'ai «Ah!» derrière parce qu'en fait, la connexion s'est faite entre venimeux et dangereux. Alors que venimeux, c'est juste un animal qui possède du venin. Donc il y a d'autres animaux venimeux dans le monde, hein, il y en a beaucoup dans beaucoup de groupes. Mais ce venin, ils en ont besoin pour, en général, prioritairement se nourrir, tuer ou paralyser les proies, voire les rendre liquides, hein, parce qu'il y a aussi des enzymes dans le venin qui vont liquéfier les proies. Mais ce n'est pas forcément pour se défendre. Et les araignées, c'est vrai, c'est aussi le cas. Donc on se fait déjà rarement mordre. Et si on se fait mordre, vraiment très très rarement, il n'y a pas forcément d'injection de venin, parce que ce venin, elles vont l'utiliser pour manger, pas forcément pour se défendre. Donc, la dangerosité, c'est pas du tout lié à ce côté venimeux. Elles peuvent être potentiellement dangereuses si injection de venin il y a, si le venin peut attaquer des mammifères que nous sommes, ce qui n'est pratiquement jamais le cas pour les araignées. Donc, il faut bien dissocier venimeux, dangereux pour l'homme, parce que ce n'est pas dans la définition d'un animal venimeux, et aussi douloureux. Il peut y avoir quelquefois, après une injection de venin ou une morsure, une douleur, mais ce n'est pas pour autant dangereux, et ce n'est pas pour autant problématique. Donc, il faut Mmh. vraiment distinguer tout ça. Les termes sont importants. Hem, alors j'aurais une autre question. Hem, oui, au cours de votre carrière, vous avez dû effectuer de nombreux déplacements sur le terrain, donc que ce soit, pour, vos recherches, mais aussi avec des étudiants. Est-ce que vous pouvez expliquer quel type de matériel vous utilisez justement sur le terrain pour approcher, récolter des échantillons ou des spécimens? Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire quelques missions, hein, pas autant que certains de mes collègues, mais j'en ai fait quand même quelques-unes un petit peu de par le monde. Et puis, effectivement, je suis, en tant qu'enseignante, responsable de stage de terrain avec des étudiants de master. Donc du coup, bah, les araignées, la majorité, c'est quand même petit, au niveau de taille. Donc du coup, c'est autour de 5 millimètres de taille de corps, hein, pour la grande majorité d'entre elles. C'est pas toujours évident de les voir à l'œil nu et de les distinguer, de les identifier en fait sur le terrain, hein. Ça, c'est un petit peu un des problèmes en fait pour l'étude des araignées, c'est qu'il faudrait les récupérer et pouvoir les regarder déjà avec une bonne lumière oculaire au labo. Mais sur le terrain, on a plusieurs techniques de collecte. Bon, la chasse à vue, hein, il faut quand même qu'on ouvre un petit peu Mmh. les yeux et qu'on ben, se mette à leur échelle en sachant qu'on cherche quelque chose de petit. Donc on en voit quand même, hein, quand on s'habitue. Et puis, bah, après, on peut battre les arbres, hein, donc taper les branches, parce qu'il y a les araignées, il y en a jusqu'en haut de la canopée, hein, donc jusqu'à 30 mètres de haut dans les arbres, etc. Donc, bien sûr, on va pas, il y a quelquefois, dans certaines missions, j'ai pu grimper aux arbres, mais sinon, bah, au moins, on peut battre toutes les branches qu'il y a au-dessus, et on fait tomber ça sur une nappe de tissu, et on récupère les araignées avec un engin qu'on appelle un aspirateur à bouche, hein, donc c'est une sorte de tuyau où on aspire, on les avale pas. On utilise ça aussi pour les insectes, hein, pour d'autres. Et puis ensuite, on les récupère dans un petit pilulier. On peut aussi faucher les herbes, hein, avec un filet fauchoir. Donc, ça permet de regarder tout ce qu'il y a au niveau de la strate herbacée, hein. Donc, tout à l'heure, on était dans la strate arbustive, maintenant, on est dans la strate herbacée. Et puis, ben, on soulève les écorces, on regarde sous les pierres. On peut mettre aussi des sortes de pots-pièges dans le sol pour récupérer celles qui se baladent la nuit et qu'on ne voit pas forcément dans la journée. Donc, et puis, on peut aspirer aussi le sol avec un gros aspirateur pour récupérer tout ça. Donc, en fait, on a plusieurs techniques quand on va sur le terrain pour pouvoir voilà, collecter les araignées, encore une fois, sachant qu'elles sont, pour la grande majorité d'entre elles, petites, hein. Donc, et puis, on peut aussi d'ailleurs prendre de la litière du sol, des feuilles mortes, et puis les mettre sur un tamis, ce qu'on appelle l'extraction auberlaise, et puis récupérer tout ce qui tombe en fait par les mailles du tamis dans un entonnoir avec une lampe au-dessus pour pouvoir sécher et les animaux vont fuir en fait cette source de chaleur et tomber dans un petit récipient. Et voilà. Donc tout ça, ça me permet
d'avoir une idée après, quand on est dans un milieu, de ce qu'il peut y avoir en fait comme faune aranéologique voilà, de la zone. Et il n'y a pas des techniques comme, l'aspirateur directement au sol qui peuvent, endommager, tout ce qui est, tout autour et pas enfin, je veux dire qui peut endommager la faune, et collecter des choses qu'on ne devrait pas spécialement collecter justement? Effectivement, on n'a pas de, de collecteur en fait ou de technique qui va permettre de prélever uniquement les araignées. Quand on fait ça, on prélève aussi des insectes, on prélève aussi des petits escargots, on prélève différentes choses qu'on remet ensuite sur le terrain. Ça va pas les tuer, en fait, les techniques. C'est après seulement qu'en fait, au niveau des araignées, on va les récupérer et les mettre directement dans de l'alcool si on veut les étudier ensuite et les nommer. Hein. Donc, voilà. Donc, on n'impacte pas le reste de la faune en fait, en faisant ce genre de technique. Bien évidemment, il y a des gros aspirateurs, oui, il y en a qui utilisent ça. Moi, j'utilise rarement. Hein. C'est vraiment des gros aspirateurs qui permettent d'aspirer la litière, puisque là, il y a énormément de choses. C'est aussi utilisé pour d'autres groupes, des colamboles, des insectes, des acariens, etc. Et après, chacun va remettre tout le reste dans le milieu quand il n'utilise pas ça. Alors justement, vous parliez des sorties que vous faisiez avec, les masters, donc je peux me souvenir que certains étaient friands des insectes et d'autres pas du tout, de ce qui était, des araignées. Donc vous faites tout un travail, de vulgarisation à ce sujet-là et vous essayez d'enlever les a priori. Quels sont les plus gros a priori que vous avez rencontrés, sur les araignées durant votre carrière et comment est-ce que vous les démantelez? Ben, effectivement, tous les groupes d'étudiants n'ont pas forcément un attrait immédiat, on va dire, pour ce groupe-là. Donc, mon rôle en tant qu'enseignante, déjà, et vulgarisatrice aussi, c'est d'essayer d'expliquer cette diversité, déjà, et de montrer, en fait, où elles peuvent vivre, leurs mœurs très, très différents, donc celles qui font des toiles, d'autres qui font pas de toiles. Donc, c'est vraiment rentrer complètement différemment, quoi, hein. Et à travers les stages, hein, à travers les stages avec les étudiants dans différents milieux, j'essaie voilà, de raconter toujours des histoires, la biologie, les différences de formes, les modes de reproduction, les modes de soins aux jeunes pour certaines femelles, etc. Donc, rentrer dans cette diversité. Et souvent, c'est cette ouverture-là qui va passer. C'est-à-dire, ah, mais je n'avais pas imaginé que c'était aussi complexe et aussi diversifié le monde des araignées. On a souvent juste un petit bout de la lorgnette, les araignées qu'on peut croiser de temps en temps dans nos maisons, quoi. Et ça, c'est pas du tout par là qu'il faut regarder. Il faut se retourner et regarder l'autre bout de l'entonnoir et puis regarder en fait complètement différemment. Donc j'essaie de faire ça de cette façon. Oui, c'est vrai que la plupart des personnes, quand on pense araignées, on pense aux araignées de maison, notamment les tégénaires qui sont pas spécialement, on va dire Ouais. super belles et qui ont pas grand-chose pour plaire. Donc Mais qui est partagé par beaucoup, effectivement. Les tégénaires des maisons focalisent un peu certaines phobies, d'ailleurs. Hein. Donc, j'ai reçu un certain nombre de phobies qui étaient vraiment très, très axées sur ces espèces-là, quoi. Ces tégénaires qui étaient rencontrés dans les habitations et qui les surprenaient, qu'on voit souvent de nuit. Quand on commence à être tranquille sur son canapé et qu'on voit tout d'un coup une araignée qui se balade sur le mur ou sur le sol ou qui tombe dans la baignoire ou le lavabo. Et puis en plus, ça fait, elles sont sombres, hein, elles sont rapides, donc rien pour plaire, quoi. Donc forcément, ça passe difficilement. Mais c'est des très mauvaises ambassadrices du monde des araignées, les tégénaires. Hein. C'est ça qui est un peu casse-pied quand même. Mais bon, du coup, il faut essayer d'aller ailleurs, quoi, hein, en leur disant, non, mais il y en a d'autres. Déjà, il y en a d'autres dans les maisons, mais qu'on voit moins, qui sont plus petites, qui ne sont pas aussi sombres. Et puis, il faut regarder aussi ailleurs. Alors souvent, ce qui gêne les gens, c'est qu'elles sont chez nous. Et là, je change aussi de paradigme, c'est-à-dire que on n'a pas de chez nous. Ça, c'est difficile à passer aussi. Qu'on a toujours des colocataires, des petits et des gros. Et malheureusement, les tégénaires, elles font partie des grosses et puis elles sont mal perçues. Et puis qu'il faut les accepter. Il faut apprendre à vivre avec et les respecter.
et non pas même changer son mode de vie en les mettant dehors, quoi. Donc, si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle, le rôle d'insecticide naturel à l'intérieur, à l'extérieur, parce qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'une habitation. Ça, elles ont juste un endroit abrité dans lequel elles ont pu se loger. Et puis, si elles ne sont pas dérangées, il n'y a pas de souci. Justement, pour mieux connaître, ces araignées, vous avez sorti un livre récemment en coécriture avec, Alain Canard aux éditions Denaude, donc «À la découverte des araignées et autres arachnides», dont on a fait récemment, la chronique. Dedans, vous présentez ces petites bêtes soyeuses pour parler de leur histoire, des idées reçues, également amener quelques outils pour, commencer à peu près à les reconnaître. Hem La première chose qui nous a frappé quand on a eu votre livre, c'est qu'on a une araignée très mignonne en couverture. Le livre est très coloré et on a tout de suite envie de lui sourire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre et à qui est-ce qu'il s'adresse? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'être coachée justement pendant ma thèse par Alain Canard. C'est mon maîtresse araignée, hein, et donc quand l'UNO, qui est une édition en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris, m'a proposé ça il y a quelques années. J'étais un peu occupée, et du coup, je dois beaucoup à Alain, hein, d'avoir accepté de faire ça avec moi. C'était un petit peu une reconnaissance aussi de ce qu'il m'avait apporté. Donc, du coup, c'est quelque chose qui nous a vraiment motivés pour présenter. Alors, c'est pas un guide complet, bien évidemment, puisqu'il y a 1750 espèces en France. Et donc là, ça présente une centaine d'espèces, hein. C'est le format en fait de ces guides chez nous à la découverte d'eux, hein. Mais néanmoins, on a vraiment voulu que le public, alors tout public, hein, c'est-à-dire des gens qui connaissent rien jusqu'à des gens qui ont quelques compétences, mais qui ne connaissent pas forcément non plus où on peut trouver telle et telle espèce d'araignée on a essayé de sélectionner parmi les plus courantes, donc, qu'on peut trouver en France, hein, donc en France ou en Europe, hein, on n'est pas parti sur les tropiques, on a tellement de choses déjà à découvrir autour de nous. Et ça sert beaucoup, en fait, aussi dans la découverte de ce qu'il y a dans le jardin, dans la maison, dans les environs, dans différents types de milieux. Donc, pour les familles, voilà, pour tout un chacun, hein. Et avec effectivement des informations générales sur le mode de vie. Donc, c'est quelque chose qui vraiment nous a paru indispensable parce qu'on n'avait pas vraiment de guide de ce type-là quand ça nous avait été proposé. Sur le marché des ouvrages un peu tout public, un peu scientifiques, tout en étant vulgarisateur. Eh bien, j'ai plus spécialement de questions. Est-ce que vous vouliez aborder un autre sujet ou, expliquer quelque chose d'autre avant que l'on termine? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. C'est vrai que moi, à travers toute cette présentation d'ouvrages aussi vers le tout public, hein, qui peuvent être un petit peu différents les uns des autres avec des objectifs différents, hein. Je n'ai plus peur des araignées, donc à la découverte des araignées, ou fascinantes araignées, etc. C'est de faire en sorte que les gens puissent changer en fait leur regard, accepter et vivre dans le monde dans lequel on est, en se remettant bien à notre échelle, à notre niveau, c'est-à-dire qu'on est un animal parmi d'autres. Et à travers les araignées, j'essaye de faire passer aussi des messages en disant qu'il faut accepter la différence, il faut accepter la diversité et il faut respecter en fait la nature et tous ces éléments. Et c'est peut-être comme ça qu'on ira moins dans le mur, hein. Donc ça va au-delà, bien évidemment, de l'araignée par rapport au message, hein. C'est un message beaucoup plus général du respect de la nature et de l'acceptation en fait, de la différence. De ne pas, avec les araignées, avoir un peu un délit de sale gueule, quoi. Eh bien, merci Christine Rollard pour cette interview. On trouvera toutes les références de votre livre en description. Merci. Merci.